Émission spéciale consacrée à la prise en charge du cancer en Charente sur Charente Libre TV. Une émission réalisée en partenariat entre Charente Libre, le centre hospitalier d'Angoulême, la Ligue contre le cancer en Charente et le CERAC, le centre de radiothérapie Angoulême-Charente. Si Charente Libre s'est associée aujourd'hui aux acteurs majeurs de la lutte contre cette maladie dans le département, c'est pour vous plonger au cœur d'un combat essentiel. Essentiel comme le résument deux chiffres. Chaque année, en moyenne, 2100 Charentais sont frappés par le cancer. 998 en décèdent. Pour mieux visualiser, ceci signifie qu'aujourd'hui, 3 Charentais décéderont de cette maladie dans le département. C'est la première cause de mortalité en France et en Charente. Avec moi aujourd'hui, le docteur Augustin Salemcourt, Bonjour. chef de pôle oncologie du centre hospitalier d'Angoulême, le docteur un jour, docteur toujours, donc le docteur Michel Martin, président de la Ligue contre le cancer en Charente, le docteur Nicolas Maté, radiothérapeute Bonjour. au CERAC, et Cédric Révelen, directeur opérationnel au CERAC, donc le centre de radiothérapie Angoulême-Charente. Bonjour à vous tous. Bonjour. Messieurs. Pour commencer, est-ce qu'on peut faire une typologie, un panorama de cette maladie dans le département? Quels sont les cancers les plus représentés, qui frappent le plus, même si je pense que les moyennes sont les mêmes en France qu'en Charente? Docteur Salemcourt. Écoutez, il n'y a pas de spécificité en Charente par rapport aux chiffres nationaux, hein. Chez les hommes, on sait, c'est en majorité les cancers du poumon, les cancers du côlon, les cancers de la prostate, plutôt chez les sujets âgés. Et chez la femme, c'est plutôt les cancers du sein, évidemment, très majoritairement, les cancers du côlon et les cancers du poumon maintenant de plus en plus, puisque le tabac touche aussi les femmes. Mais dans ce cadre, j'aimerais vraiment préciser qu'il n'y a pas de spécificité. La Charente, en tout cas au niveau Nouvelle-Aquitaine, n'a pas de surmortalité ni de surincidence. On se situe même dans les départements où il y a le moins de cancers par rapport à la Charente-Maritime, à la Gironde ou aux Pyrénées-Atlantiques. Donc, on note une évolution ces dernières années. On parle souvent de plus en plus de femmes jeunes touchées par le cancer. C'est une évolution que vous avez observée dans vos pratiques, docteur Maté? Alors, quand on parlait de l'incidence des différents cancers, celui où on voit vraiment des grosses modifications, c'est sur le cancer du poumon chez la femme, où effectivement on en a vraiment beaucoup plus ces temps-ci. Et on sait que malheureusement, les femmes ont une sensibilité un peu plus importante au risque de cancer lié au tabac que les hommes. Et on a des cancers du poumon beaucoup plus jeunes chez les femmes que ce qu'on était habitué à voir malheureusement chez les hommes. Après, dans les autres cancers, c'est difficile à dire. Sur le cancer du sein, on voit effectivement beaucoup de femmes jeunes, mais on en a eu toujours. Donc, est-ce qu'on en voit plus maintenant parce qu'on les dépiste plus? Enfin, ça, au niveau des statistiques, Si on cherche plus, on trouve plus. C'est ça. Mais on en a toujours eu. Et voilà. Et quand on en a, c'est toujours plus marquant. Donc, c'est vrai qu'on s'en souvient plus. Donc, Sur l'évolution du cancer du poumon chez les femmes et ce rajeunissement de la patientèle, c'est lié au mode de vie, aux mauvaises habitudes, malheureusement, essentiellement, ou on a une autre explication? Il y a incontestablement l'intoxication tabagique qui s'est diversifiée. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que c'est vrai qu'il y a des femmes, je pense, qui pensent moins, il y a des conditions socio-économiques difficiles qui permettent au cancer de se développer sans que les gens aient accès à une approche médicale. Actuellement, si on prend le registre des cancers qui est fait régulièrement dans les hôpitaux généraux tous les 10 ans, donc là, 36% des cancers du poumon en 2020 étaient représentés, du poumon, je dis bien, étaient représentés par les femmes. Ce n'était que 10% au début du XXIe siècle. Et là, on est 36%, il y a plus d'un cancer sur 3 du poumon et survient actuellement chez les femmes. Ce sont les registres des hôpitaux généraux. Bon, je précise que vous étiez pneumologue, oui. Docteur Martin, vous connaissez parfaitement bien le sujet. Voilà. Pour aussi que les chiffres soient assez simples, en 2010, si on prend le registre des cancers que fait Poitiers sur la région Poitou-Charentes, qui est le seul registre officiel des cancers, c'est la seule région qui bénéficie d'un registre des cancers. En 2019, c'est-à-dire avant le Covid, il y avait un cancer du sein par jour diagnostiqué en Charente, plus de 330 cancers du sein pour la Charente en 2019 chez la femme. Donc un cancer par jour. C'est pas négligeable, c'est loin d'être négligeable. Les chiffres de 2020-2021 sont en retard, du fait du Covid et du fait... Il y a toujours un retard également dans cette approche, c'est une approche rétrospective du nombre de cancers. C'est assez complexe. Donc les derniers chiffres dont on dispose actuellement, c'est 2019. C'est un cancer par jour, le cancer du sein. Et donc plus d'un cancer sur 3
du poumon survient chez la femme. D'accord. On est ravis de vous avoir tous ensemble avec nous aujourd'hui. On va tout de suite évacuer les sujets qui ont pu fâcher il y a quelques années, mais qui ont touché les patients et beaucoup s'en rappellent. Il y a eu une grave crise en 2018-2019 jusqu'en 2020, conflit entre le public et le privé. Aujourd'hui, tout semble évacué. Vous êtes autour de la même table, vous êtes au CERAC ensemble entre le public et le privé, et les médecins sont autour de la table et travaillent ensemble. Comment rassurer les patients aujourd'hui qui peuvent encore avoir cette période en tête et restaurer la confiance? Moi, tout d'abord, je pense que le conflit n'était pas entre le privé et le public. Enfin, c'était plus un conflit. Si on peut appeler ça un conflit, c'est plutôt un problème de personnes, mais il n'y avait pas de conflit privé-public. Ce GCS, il s'est construit en 2008. Enfin, ça fait longtemps. Il faut imaginer qu'associer deux structures de statuts différents, c'est jamais simple. Et pour autant, on a réussi le pari aujourd'hui, et surtout avec la création du CERAC, là, qui est le prolongement de ce qui était le GCCOR, là, le GCOR. On a réussi à construire un partenariat avec une équipe commune, des médecins qui coopèrent avec des procédures communes. L'exemple type, c'est qu'on a, encore hier, finalisé une procédure sur la prise en charge des patients avec les doses aux organes à risque, et tout ça, c'est commun entre les médecins. Donc, c'est vrai que c'est du passé, mais en tout cas, il n'y avait pas de conflit. Voilà, je tiens vraiment à le préciser, là, sur les derniers conflits, en tout cas, ce n'était pas un conflit privé-public. Vous, la Ligue, Dr Martin, vous l'avez mal vécu cette période, vous étiez assez en colère. Très en colère. Oui, j'étais très en colère parce que il est sûr que c'est une perte de confiance des patients vis-à-vis de toute la chaîne médicale, que ce soit les spécialistes d'organes, les radiothérapeutes, les oncologues. Les gens ne savaient plus très bien ce qui va se passer. Enfin, donc il y a certainement eu une perte d'attractivité, on va dire, entre guillemets, parce que j'aime pas trop le terme attractivité pour traiter les maladies, mais des centres de Charente par rapport au centre hospitalier universitaire de la région, et ça fait, à mon avis, ça risque de perdre du temps la prise en charge, et ça risque également, c'est très compliqué, il faut que les gens fassent 100 km ou 110 km pour une perfusion qui peut des fois durer 1 heure ou quelques heures. C'était très compliqué, ça fatiguait énormément les patients, et c'est une perte de confiance dans le système médical, c'est vrai. Alors vous me disiez en préparant l'émission qu'en dehors des cancers très très compliqués, on a ce qu'il faut en Charente pour soigner tous les autres cancers. Exactement. D'accord. Docteur Mathé, ce nouveau départ, oui, je partage un peu très active aujourd'hui, c'est bon, on peut regarder. C'est ça, je partage un peu l'avis de M. Révélène, c'est-à-dire que là en 2018, il y a des conflits qui n'avaient rien à voir avec le gros qu'on avait connu en 2008, où là c'était un peu plus la guéguerre entre le public et le privé, mais tous les acteurs de cette période-là sont plus là, donc c'est vrai que nous on a tourné la page, on a créé ce CERAC avec des gros investissements là, dont on parlera peut-être plus tard par rapport à ça, les procédures sont communes, et le juste retour de ça, en fait, de voir notre travail en commun, notre intégration, c'est que finalement nos collègues des gros CHU autour, principalement Poitiers et Bordeaux, nous réadressent nos patients qui à une époque étaient partis pour qu'on finisse de reprendre la prise en charge, que ce soit pour les chimiothérapies, les immunothérapies ou la radiothérapie. Donc le maillage qu'on avait avant au niveau Nouvelle-Aquitaine, il s'est recréé. Les réunions de cancérologie de Nouvelle-Aquitaine, maintenant elles se font la plupart du temps sur Angoulême, parce qu'on est un peu à l'épicentre entre le Poitiers, Limoges et Bordeaux. Donc non, voilà, ce maillage, il se recrée complètement maintenant. Pour que les gens comprennent bien aussi, sur le cancer, sur le traitement et notamment les RCP, elles vous unissent aussi déjà, vous étudiez déjà ensemble les dossiers, les protocoles à mettre en place pour normalement chaque patient. C'est bien ça? Oui, c'est ça, sachant que de toute façon c'est basé sur des recommandations régionales et nationales de toute façon. C'est extrêmement codifié, oui. Ouais. Aujourd'hui, au centre hospitalier d'Angoulême, Dr Salomcourt, donc vous dirigez le service. On sait qu'il y a un problème de désertification médicale en Charente qui touche tout le monde, pas que la cancérologie. Vous avez combien de lits d'ouverts par Angoulême? Alors sur les 18 lits effectivement que compte le service, 9 sont ouverts, qui accueillent les patients qui présentent des complications des traitements, des problèmes nutritionnels. Il y a aussi évidemment des soins palliatifs, des patients en fin de vie. Ce qui est important de comprendre, c'est que le service de cancérologie, d'oncologie, il y a 2 activités. Il y a vraiment une activité de consultation et d'hôpital de jour, d'hôpital de semaine.
dans lesquelles sont effectués les traitements, puisque maintenant la majorité des chimiothérapies se font en ambulatoire, c'est-à-dire que les patients ne sont pas hospitalisés. Ce secteur fonctionne à plein, je dirais. On accueille une trentaine de patients par semaine, de nouveaux patients, je veux dire. Et puis à côté de ça, il y a un secteur d'hospitalisation, comme vous l'avez souligné, qui est un peu en difficulté. À cause d'un manque de médecins, tout simplement, mais qui n'est pas spécifique à la Charente ni à l'oncologie. Nous avons des pistes de recrutement. Pour l'instant, la direction et la communauté médicale a pensé que c'était quand même plus prudent de réduire, comme on dit, de réduire un peu la voilure, de réduire à 9 lits le temps de recruter des médecins et de repartir sur un capacitaire à 18 lits. Voilà, c'est vraiment dans un souci de sécurité des soins. De bien faire son travail avec 9 lits plutôt que d'être la tête sous l'eau avec plus. C'est exactement ça. Cette panne de spécialistes, docteur Martin, fait aussi partie de vos inquiétudes. Je parle pas forcément d'oncologie, mais de spécialistes d'organes notamment dans le département. La prise en charge du cancer, c'est le médecin, le spécialiste d'organes est quand même nécessaire pour le diagnostic. Il a des gestes d'investigation, que ce soit le gastro, le pneumologue, également les autres spécialistes. Il y a le spécialiste d'organes doit obligatoirement intervenir. Les oncologues, chimiothérapeutes, oncologues, radiothérapeutes interviennent dans la phase thérapeutique. Une fois le diagnostic normalement réalisé, donc il faut d'abord que le diagnostic soit fait. Il faut pas oublier que d'une part en Charente, 50 000 patients n'ont pas de médecin traitant. Donc il y a un retard, ils ne savent plus à quel... Déjà sur cette première étape. C'est la première étape. Et d'autre part, il suffit de voir, il y a une quinzaine de jours dans Le Monde, il y a eu un article sur la désertification des spécialistes, et le département de la Charente était mis en rouge pour cela, parce que justement, il y a eu une perte de spécialistes, et donc il y a des retards de prise en charge, et donc il va y avoir des retards de diagnostic. J'étais il y a 10 jours au centre clinical, j'ai vu le docteur Gamory Lafarge, qui est gastro-entérologue, et qui dit qu'il est obligé, pour ses coloscopies, de proposer maintenant des rendez-vous pratiquement en février, c'est-à-dire à 4 mois. C'est-à-dire que quelqu'un se fait un test de dépistage qui revient positif, qui n'est peut-être pas obligatoirement un cancer. Ça veut dire qu'il y a une anomalie dans le côlon parce que le test est positif, mais il faut faire une coloscopie. Et le patient attend 3 à 4 mois avant d'avoir cet examen. Il y a un retard de prise en charge, il y a une angoisse qui n'est pas possible. Également pour le patient. Pendant 4 mois, et donc il va avoir tendance, d'une part, à s'échapper, entre guillemets, de la Charente. Pour la phase de traitement, c'est 4 mois éventuellement perdus, entre guillemets, au départ. C'est quelque chose de fondamental et très problématique pour la suite. En fait, ça dépend beaucoup des spécialités. Là, le docteur Martin parlait effectivement des gastro-entérologues au centre clinical, où effectivement, là, actuellement, ils sont beaucoup moins nombreux qu'ils n'étaient au début. Après, il y a d'autres spécialités, où encore heureusement, là, je vois la fiche derrière, on est en octobre, sur le cancer du sein. On a vraiment des gynécos et des très bons chirurgiens, et donc de ce côté-là, on n'a pas vraiment de retard par rapport à ça. Après, les diagnostics peuvent toujours se faire ailleurs. Ça arrive quelquefois que les gastro-entérologues proposent aux patients d'aller faire une coloscopie ailleurs. Bon, c'est pénible, mais c'est un aller-retour, on va dire, pour le diagnostic. À partir du moment où après le traitement peut être pris en charge ici, on minimise, on annule la perte de temps sur cette errance. Mais c'est vrai qu'on manque de médecins. Mais pas que, en fait. Le problème de prise en charge, c'est aussi tout le côté paramédical, les infirmières, les manipulateurs, toute la fonction médicale au sens large. On manque beaucoup de personnel, et ça, voilà, c'est pas que spécifique à la Charente, malheureusement. Ces 20 dernières années, vous avez fait énormément de progrès collectivement dans le traitement et la prise en charge. Est-ce que les retards éventuels de diagnostic liés à cette désertification médicale peut atténuer ou anéantir ces progrès réalisés? Docteur Martin, peut-être? Il faudrait revoir progressivement. Je pense que c'est un peu difficile de juger ça, parce qu'il va falloir, ça va être les études rétrospectives de mortalité, de morbidité et de mortalité qu'on va avoir. Mais c'est un risque. La Fédération nationale de la Ligue contre le cancer l'a déjà signalé du temps d'Axel Kahn, ça a déjà été dit, et c'est actuellement
c'est actuellement, pas en discussion, mais en recherche. C'est difficile à affirmer. Moi, je n'ai pas de chiffre précis là-dessus, mais c'est un risque. À partir du moment qu'un patient n'a pas de médecin généraliste, il aura tendance à retarder sa consultation, parce qu'il faudra d'abord qu'il trouve un spécialiste qui l'accepte. Il faudra après, éventuellement, le spécialiste. C'est du retard. C'est sûr qu'il y a des cancers qui n'attendent pas. Alors, il y a le retard qui peut être lié donc, à cette désertification médicale, mais il y a aussi le comportement du patient. Je ne sais plus lequel de vous me disait ça en préparant l'émission, c'était le docteur Salemcourt ou le docteur Maté. Dès qu'on a 1 ou 2 symptômes associés, je perds un peu de poids et je sais pas, je crache du sang, je respire moins bien ou autre, il faut immédiatement consulter, pas faire l'autruche, se dire je verrai plus tard, c'est pas bien grave. Et ça commence déjà à ce moment-là. Oui, complètement. Il faut vraiment, il y a un volet sanitaire qui est important, c'est l'éducation thérapeutique. Il faut vraiment que les gens apprennent à se connaître, à connaître leur corps. Comme vous l'avez souligné, il y a des symptômes qui doivent alerter, une perte d'appétit, un amaigrissement, une fatigue inexpliquée, un saignement quel qu'il soit par la bouche, par voie basse, une douleur tenace qui ne cède pas. Alors a fortiori, une association de tous ces symptômes doit vraiment alerter, doit vraiment pousser le patient à consulter un médecin, passer des examens complémentaires. Alors je sais qu'on est dans un contexte médical de désertification compliqué, mais pour autant il y a actuellement des plateformes de médecine en ligne où il est relativement facile d'obtenir des consultations, de se faire prescrire une radio, un scanner, une prise de sang. C'est déjà la première étape, comme le soulignait Nicolas Maté. Cette étape de diagnostic est vraiment très importante. Et dès qu'on pourra réduire... Vous parliez d'éducation à la santé. Est-ce qu'ici, finalement, on est assez mûr là, sur ce côté-là et pas un peu trop latin, se dire je verrai plus tard ou je ne vais pas encombrer le médecin pour rien Je pense pas, non, je pense pas. C'est vraiment structurel, c'est-à-dire il y a vraiment un manque de médecins. La crise Covid n'a évidemment rien arrangé. Les structures de soins, qu'elles soient publiques ou privées, ont été désorganisées. Il y a eu un manque de personnel, tout le monde le sait. Mais pour autant, excusez-moi, il y a vraiment des moyens innovants, en tout cas, pour pouvoir accélérer cette étape diagnostique. Comme le disait Nicolas Maté, ça n'empêche pas que les patients peuvent très bien aller se faire diagnostiquer dans les départements où peut-être l'offre de soins est plus importante et revenir en Charente, se faire opérer, se faire de la chimio, parce que ça, les traitements sont standards, les machines sont les mêmes, les produits sont exactement identiques, il n'y a pas de perte de chance de se faire traiter en Charente ou à Bordeaux ou Poitiers, si vous voulez. Oui, ce qu'il faut que les gens doivent bien comprendre, c'est que les traitements en fait, sont extrêmement encadrés, c'est codifié, qu'on soit à Paris, à Angoulême, Poitiers ou Bordeaux, c'est la même molécule, c'est le même traitement, c'est exactement le même protocole. C'est bien ça, docteur? Oui, la seule chose que nous, on ne fait pas ici, c'est pour ça qu'on a toujours des relations, et c'est normal avec les CHU, c'est tout ce qui est partie essai thérapeutique sur les molécules qui ne sont pas encore validées, où là, effectivement, il faut des grosses structures pour faire des essais thérapeutiques, et quand nous, de notre côté, on voit qu'on a utilisé les armes thérapeutiques qu'on a à notre disposition. Là, dans ces cas-là, on discute avec nos confrères et on est les premiers à adresser ou à demander un avis ou à échanger si on voit qu'on est dans une impasse ou sur des maladies très, très rares. Après, sur les molécules, quand vous achetez une boîte de paracétamol, que vous l'achetiez en Charente ou Place Vendôme, il n'y a pas de pharmacie Place Vendôme, mais à Paris, vous aurez tous la même boîte de paracétamol. C'est le même principe. Donc, sur les traitements, chimiothérapie ou même radiothérapie, on en reparlera. Oui, on a le même équipement, les mêmes produits. D'accord. Vous avez évoqué la crise du Covid, docteur Salemcourt, tout à l'heure. Vous avez noté aussi que depuis cette crise, vous voyez arriver chez vous des patients à un stade beaucoup plus avancé, ce qui vous inquiétait. Vous réussissez à expliquer cette... Très clairement, oui, on voit, hélas, arriver de plus en plus des cancers, des patients avec des cancers diagnostiqués à un stade plus avancé, notamment les cancers du côlon, les cancers du poumon, un peu moins les cancers ORL. Alors, on l'a déjà dit tout à l'heure, il n'y a pas assez de médecins en ville. Je pense que les patients ont peut-être aussi tendance à faire un peu l'autruche. Et puis... je crois qu'encore une fois, il faut vraiment que les patients prennent conscience de cet impératif de dépistage. Il faut absolument qu'ils aient cette éducation à consulter, à connaître leur corps et
à ne pas retarder cette étape de diagnostic. Mais c'est clair que là, on voit, notamment dans les cancers du poumon, je suis effaré du nombre de patients qui arrivent au centre hospitalier avec des cancers du poumon très évolués, en sachant évidemment que plus ils sont évolués, moins on a de chances de les guérir. Et donc, ne pas hésiter, du coup, faire confiance. Docteur Martin, vous me disiez quelque chose d'assez intéressant. Vous avez l'impression que depuis le Covid, en tout cas depuis quelques années, une petite tendance chez les gens à avoir de la défiance à l'égard de la science. La science en général et sur la science médicale en particulier. Oui, on a du vaccin notamment. Il y a eu le problème, c'est que comme le Covid est arrivé, c'était une épidémie mondiale et que personne n'attendait. Donc ça a montré aux gens que tout n'était bien sûr pas parfait. Et on a vu se développer par les réseaux sociaux, par des circuits, je ne sais pas dire parallèles, mais très différents de prise en charge de certaines maladies. On voit l'intérêt qu'a actuellement certaines pratiques dites médicales qui n'ont rien à voir avec la science médicale. Je ne veux citer personne, mais on voit des retards parce que les gens vont d'abord consulter des naturopathes, des choses comme ça, enfin des gens comme ça, avant de prendre ce qui devrait être le circuit habituel et qui peut-être, il y a 20 ans, une fois que quand les gens allaient chez leurs généralistes, les généralistes les envoyaient aux spécialistes, il n'y avait pas ce circuit parallèle parce que les gens, on voit, passent d'abord par des circuits un peu bizarres avant d'arriver vers leur médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste. Et donc, il y a un risque de prise en charge. Et ça s'accompagne également d'une certaine défiance. On a toujours eu, moi quand j'exerçais, j'ai arrêté il y a 6-7 ans d'exercer, il y a toujours eu une certaine défiance. Ils nous posaient des questions, c'est légitime. Mais là, je pense que mes confrères là doivent beaucoup plus souvent répondre. Mais est-ce que c'est démontré? Est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire? Parce que sachant que chaque perte de temps est une perte de chance. Voilà, une perte de chance. Mais voilà, donc ils sont toujours les gens doivent certainement plus argumenter encore aux consultations, argumenter entre guillemets, sur les effets bénéfiques de tel ou tel traitement. C'est l'idée que j'en avais moi, quand j'ai fini, mais je pense que ça a bien dû se développer, ça. Ce qui n'est pas illogique. Les gens sont informés, voilà. Il faut savoir répondre. Sur les traitements, voilà. Donc on a une nouvelle arme en Charente. Ça a été inauguré le 22 septembre de mémoire. C'est un accélérateur de particules qui est au CERAC. Alors d'abord, sur Evelyne, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu le CERAC? Parce que je ne suis pas sûr que les gens connaissent exactement, hormis ceux qui malheureusement y sont. Alors le CERAC, ça veut dire Centre de radiothérapie Angoulême-Charente. Ça regroupe l'hôpital d'Angoulême. C'est un groupement de coopération sanitaire qui regroupe l'hôpital d'Angoulême, le centre clinical. Donc ça, c'est 2 établissements qui sont bien identifiables pour les Charentais. Mais également une autre société qui s'appelle Calian. Alors là, par contre, c'est moins connu, mais Calian, en fait, c'est une des filiales du groupe Elsan, auquel déjà appartient le centre clinical, et une société de médecins libéraux dont fait partie M. Maté, qui s'appelle Radion. Donc cette association permet une mise en commun de moyens humains et matériels pour pouvoir traiter avec toute la qualité nécessaire les patients en Charente. Il n'y a pas suffisamment de patients pour pouvoir avoir 2 centres séparés qui pourraient coexister les uns à côté des autres. Et l'idée de mutualiser les moyens, c'est que ça nous permet d'avoir des équipements de haute qualité, comme le dernier qu'on vient d'acquérir là, en début d'année et qui est fonctionnel depuis le mois de mai. Et puis également les moyens humains, puisqu'on voit que ça commence à devenir compliqué, notamment autour du personnel paramédical, comme les manipulateurs radio. Si jamais on devait avoir des centres séparés, ça serait encore plus compliqué pour chaque centre. En fait, vous investissez en commun et ensuite, que ce soit vous, Dr Maté, ou vous, Dr Salencourt, vous utilisez ensemble, tout au long de la journée, le même matériel au même endroit. Oui, il n'y a aucune distinction dans le fonctionnement. C'est pas du tout scindé entre public et privé. C'est chaque médecin a son planning de consultation, chaque médecin a ses patients, et tout est intégré de manière complètement commune, avec des procédures communes. Et les seules distinctions qu'il y a, c'est celles qu'il peut y avoir d'un médecin à un autre en fonction de la relation avec le patient, mais qu'il soit en public ou en privé, ça change rien. Sur le fonctionnement du service, vraiment tout est complètement en commun et le plus standardisé, le plus uniforme possible pour toujours avoir une qualité, une sécurité complètement optimale sur les traitements délivrés. D'accord. Alors cet accélérateur de particules, qui est l'objet
très nombreux et très long discours le 22 septembre. C'est quoi concrètement ce qu'on se dit accélérateur de particules? On a l'impression d'un film de science-fiction, mais donc pour les novices et profanes, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça vous permet de faire que vous ne faisiez pas avant? En fait, la grosse différence par rapport à avant, c'est quand on parlait de radiothérapie, on avait une espèce de source radioactive enfermée dans une boîte. Enfin, si je schématise un petit peu, on ouvrait la boîte, ça irradiait, on fermait la boîte, ça irradiait plus. C'était à peu près ça. Et là, aujourd'hui, l'accélérateur de particules, c'est juste on va fabriquer de la radioactivité à partir d'électricité. Et donc, on arrive à être beaucoup plus précis, autant sur l'intensité, sur la zone qu'on doit traiter. Là, on en avait parlé avec cette nouvelle machine. Là, maintenant, notre précision sur certaines localisations, parce que toutes ne s'y prêtent pas, on est en dessous d'un millimètre là, sur la précision de la zone qu'on veut traiter, et on arrive à délivrer des doses très fortes, tellement fortes qu'on arrive à complètement détruire l'endroit où est le cancer ou la métastase, voilà, en fonction des localisations qu'il y a. D'accord. Ça vous permet vraiment de traiter des cas que vous adressiez avant, éventuellement des centres de recours Oui, complètement. Complètement. Avant, ces radiothérapies en conditions stéréotaxiques sont disponibles que dans les CHU, hein, Poitiers et Bordeaux. Actuellement, donc ça sera disponible à Angoulême. Ce qui est important de souligner, c'est que cette stéréotaxie permet aussi de réduire le nombre de séances. Hein. On sait que la radiothérapie conventionnelle s'étale sur 5, 6, 7 semaines, des fois notamment pour les cancers de la prostate, chez des patients souvent âgés, fatigués, pour lesquels les transports sanitaires peuvent être une source de fatigue. Cette radiothérapie stéréotaxique, même si elle ne s'applique pas à tous les cancers, quand même, permet de réduire considérablement le nombre de séances sans perdre en efficacité. Hein. À titre d'exemple, une stéréotaxie peut se faire en une séance unique à très forte dose, dans des petits volumes, que ce soit dans le cerveau, le poumon, le foie et les os. Et surtout, ça permet d'obtenir de très très bons résultats. Justement, vous avez pu mesurer l'amélioration du résultat par rapport au matériel que vous pouviez avoir avant ou qui était disponible avant? Enfin, c'est connu, hein. C'est-à-dire que là, en fait, la stéréotaxie, c'est des techniques de radiothérapie qui sont testées dans les gros CHU depuis plusieurs années. Là, on savait que il nous manquait encore cette offre de soins qui représentait encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps peut-être 5% des indications. Et là, en fait, avec les nouvelles thérapies qu'on a à côté, hein, que ce soit les nouvelles chimiothérapies, immunothérapies, hormonothérapies, les indications de la stéréotaxie commencent à prendre de plus en plus d'ampleur, donc 10, 15, peut-être 20% des patients à terme. Donc oui, c'est des choses qui sont complètement quantifiées, mesurées et qui changent complètement la prise en charge, parce qu'on considère qu'on arrive à stériliser des petites zones avec des doses très, très fortes qu'on n'arrivait pas à faire parce que potentiellement à côté on avait trop d'effets secondaires, alors que comme là c'est très 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 ciblé, on ne touche pas du tout les tissus environnants autour. Depuis sa mise en service, vous avez vu revenir des patients qui auparavant devaient aller à Poitiers ou à Bordeaux? Alors, c'est surtout qu'on n'a pas fait partir des patients qu'on envoyait avant. Ils reviennent pas, mais ils partent plus. Voilà, typiquement, quand on avait eu une métastase cérébrale unique ou des métastases osseuses très particulières à soigner, on envoyait nos patients à Poitiers ou à Bordeaux en disant voilà, il faut aller là-bas. Avec le stress pour la personne d'aller là-bas, avec les complications d'organisation, parce que quand on adresse un patient à un service qu'il ne le connaît pas, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc surtout, là, dans un premier temps, c'est nous qui ne faisons plus partir nos patients parce qu'on en a plus besoin, et tant mieux pour eux. D'accord. En dehors de l'accélérateur de particules, quelles sont vos autres entre guillemets, armes de traitement contre le cancer? Alors pour la radiothérapie, c'est déjà énorme. Ouais. Pour toute la partie traitements médicaux, il y a évidemment les progrès dans la chimiothérapie et surtout depuis quelques années une classe traitement qu'on appelle les immunothérapies, hein, puisque là on change vraiment de paradigme. Avant, les chimiothérapies détruisaient directement les cellules tumorales. Les immunothérapies maintenant agissent sur notre système immunitaire, hein, et c'est notre propre système immunitaire qui va aller détruire les cellules cancéreuses. Donc ça s'administre comme une chimiothérapie en intraveineux. Et puis, dans ce cadre d'immunothérapie, il y a encore des progrès qui apparaissent, comme ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler, les CAR-T-cells, qui sont des immunothérapies où on va modifier, où on prélève les lymphocytes, donc des globules blancs immunocompétents, et ces lymphocytes sont modifiés génétiquement pour être réinjectés au patient qui va aller, et ces lymphocytes vont aller détruire les cellules cancéreuses. Les premiers tests donnent des résultats absolument incroyables. Alors,
pour l'instant, ce n'est pas disponible en France. Ces prélèvements, cette modification des lymphocytes qui s'effectue ex vivo, et les prélèvements sont envoyés aux États-Unis. Mais en tout cas, on sait que le ministère de la Santé en France a labellisé les centres des CHU, Bordeaux et Poitiers en font partie, pour pouvoir mettre en œuvre et appliquer ces traitements dans un cadre pour l'instant expérimental, mais dans un proche avenir, je pense que c'est des techniques qui seront disponibles pour tous les patients. D'accord. Aujourd'hui, quand on entend le mot cancer, forcément les images qui viennent sont plutôt noires, mais en fait elles ne le sont pas toujours. Statistiquement, on sait à peu près si, je sais pas, un cancer sur 2 se soigne, ou plus, moins. Je dirais surtout un cancer sur 2, c'est vite. Hein. C'est surtout ça qui est important. C'est que on parlait, d'ailleurs je tiens à saluer le travail du centre de coordination et dépistage, hein, qui actuellement, il faut bien savoir qu'en termes de prévention primaire, c'est-à-dire l'éviction des facteurs de risque sont le tabac, l'alcool et la nutrition, on va dire la malbouffe, hein, c'est quand même 40 à 50% des cancers qu'on pourrait éviter. C'est colossal. Rien qu'en jouant sur ces facteurs de risque. C'est énorme. Voilà. Et ensuite, bien sûr, la prévention secondaire, c'est les dépistages, des mammographies pour les cancers du sein. Alors, aujourd'hui, en ce moment, c'est Octobre Rose, on parle beaucoup du dépistage du cancer du sein, c'est pas le seul. Quelles sont les autres bonnes habitudes de dépistage à prendre collectivement ou en matière de santé publique, selon vous ? Il y a 3 cas. Donc le CRCDC, pour en parler, Centre régional de dépistage du cancer de Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est le programme national. Hein. Donc, le dépistage du cancer du sein, c'est de 50 à 74 ans chez les femmes. Il n'y a pas actuellement, avant 50 ans, de proposition du fait que ce sont des femmes qui sont en période d'activité, donc des seins extrêmement fragiles, sensibles, en particulier aux rayons. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de proposition. Il y a des études génétiques qui sont faites pour actuellement cibler peut-être des femmes qui seraient plus susceptibles de faire des cancers du sein. Il y a une étude génétique qui est en cours actuellement, dont on n'a pas encore les résultats, qui permettrait un petit peu d'affiner ce dépistage systématique les 2 ans de 50 à 74 ans. Ça, pour le cancer du sein, c'est encore en développement. Ça va sûrement être d'ici 2 ans, peut-être, être affiné par ces études. Le cancer du côlon, c'est donc le dépistage qui n'a pas on ne peut pas dire qu'il se développe vraiment par les tests que le CRCDC fait parvenir aux gens. Actuellement, vous pouvez disposer de ce test dans vos pharmacies pour rechercher du sang dans les selles. Maintenant, vous n'avez plus besoin de passer par un médecin traitant. Vous n'avez plus besoin de téléphoner au CRCDC. Vous pouvez trouver ce dépistage dans les pharmacies. Comme un autotest, en fait, on peut le faire soi-même. Je n'ai pas le détail exact, mais normalement, les pharmaciens qu'il faut reconnaître sont bien développés dans cette côté préventive avec le Covid, puisque c'est eux qui ont vacciné, ils ont pris une position très, très originale et qui va permettre certainement d'avancer dans ce dépistage du cancer du côlon. Puisque c'est cela. Le 3e dépistage proposé, c'est le cancer du col utérin par des frottis qui peuvent être faites soit par un médecin ou un gynécologue ou par les sages-femmes. Et là aussi, il y a une proposition, je n'ai pas le détail exact dans la tête, mais il y a une proposition pour les femmes. À un moment donné, on entendait parler on va peut-être pouvoir aussi trouver un gène contre le cancer, enfin un gène du cancer et identifier bien avant ou autre. C'était un fantasme médiatique ou c'est un véritable espoir ? Non, ça avance. Hein. Enfin, il y a des choses qui avancent sur les dépistages génétiques de plus en plus, mais on n'en est pas encore là. La prise de sang qui permet de savoir si on va avoir un cancer dans les années qui viennent, là, on n'en est pas là du tout. C'est une fois qu'on a là, on a des prédispositions génétiques, on commence à travailler sur des prises de sang qui permettent de diagnostiquer des cancers à des stades plus précoces, mais voilà, on espère que ça va avancer de ce côté-là. Moi, j'en rajouterai quand même un autre, même si ça fait beaucoup débat sur le dépistage ou pas, c'est le cancer de la prostate qui est le premier cancer pour l'instant chez l'homme, où c'est assez facile à diagnostiquer, hein, parce qu'il suffit de faire une prise de sang avec un PSA. Il y a une espèce de fantasme, on va dire, de je ne sais qui dit qu'effectivement, si on diagnostique des cancers, on risque trop en traiter. Enfin, je pense que tous les cancérologues, les cancérologues ou les urologues savent qu'il faut soigner ou pas. Et ça, c'est très simple à faire, parce que c'est vrai que c'est un peu
frustrant en tant que médecin de voir des patients avec des cancers de prostate excessivement évolués, alors que s'ils avaient fait une prise de sang il y a 2, 3 ou 4 ans, on aurait pu tout à fait les traiter. Sur ce quoi faut insister, c'est que le dépistage, ça ne va pas faire apparaître un cancer qui n'existe pas. Ça permet juste de le détecter beaucoup, beaucoup plus tôt, d'avoir certes des traitements pendant quelques temps, mais d'être guéri d'une maladie qui potentiellement aurait pu être plus grave plusieurs années après. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de ce dépistage. Il y a effectivement beaucoup de cancers qu'on guérit aujourd'hui. On estime qu'il y en a plus de la moitié. Et de se faire dépister, ben oui, ça permet d'arriver très très tôt et d'avoir un traitement parfaitement efficace avec moins d'effets secondaires. À la Ligue, Dr Martin, vous menez des opérations de sensibilisation, de prévention, de communication auprès de tout le monde. Vous aidez aussi les malades à mieux vivre pendant leur traitement avec énormément d'ateliers. La semaine dernière, j'ai pu assister à un atelier de yoga du rire. C'était impressionnant. Voilà. Je ne connaissais pas, mais ça avait l'air de faire beaucoup de bien aux personnes. Vous suivez en gros combien, enfin vous épaulez environ combien de personnes en Charente et par quel biais ? Tout ce que nous proposons comme aide thérapeutique, ce ne sont que des aides thérapeutiques. Que ce soit je pense que ça doit à peu près représenter 200 personnes à peu près en Charente, mais c'est vrai qu'on est très regroupés quand même sur Angoulême. On a juste de la gymnastique adaptée à Cognac. Sinon, il y a donc deux types d'aides. D'une part, indépendamment de l'aide financière, parce qu'on a aussi une aide financière à certaines familles, mais on a une aide donc physique, c'est-à-dire le retour à une activité physique. Il faut que les gens qui ont été traités par le cancer s'aperçoivent qu'elles peuvent avoir une activité physique normale ou pratiquement normale, et donc c'est pour ça qu'il y a la gymnastique adaptée, il y a le tennis de table, il y a de l'aviron, il y a un certain nombre d'activités sportives, physiques, on va dire physiques plus que sportives. C'est pas tout ce qui aide à mieux vivre, à mieux vivre. Et à côté, il y a une aide psychologique avec soit de la sophrologie, de l'hypnose. Il y a le Doin, qui est une médecine dérivée, qui sont des gestes d'autopalpation dérivés du shiatsu, et qui permettent comme ça aux gens de bien se relaxer, de se détendre. Toutes ces propositions, tout ce que nous proposons est gratuit pour les patientes et les patients. Voilà, ça c'est clair. À côté, il y a une aide financière, parce que de temps en temps, même assez souvent, le cancer survient dans des familles qui n'ont pas obligatoirement les moyens il y a l'arrêt de travail, il y a ceci, il y a des frais en plus, soit des traitements ou des aides aux traitements qui ne sont pas prises en charge, soit il y a besoin de garder les enfants, il y a besoin de choses comme ça. Et donc, on a une commission sociale pour aider les familles. Et là, j'avoue que je suis un petit peu inquiet pour l'hiver prochain, parce que je pense qu'on aura peut-être des dettes de chauffage à honorer, parce que il y a beaucoup de... la Charente est quand même est un département pauvre. Il fait partie quand même des départements les plus pauvres de France. Et donc on aura et puis en plus, c'est un département rural qui a une grande ruralité, donc on aura certainement peut-être des dettes de fioul, des choses comme ça, à aider. Voilà, ça c'est évident, ça fait partie de notre aide. Quant à on aide bien sûr, on fait de l'information sur le tabac, sur le soleil et sur l'alimentation avec une diététicienne. On a des ateliers que ce soit dans les entreprises. On va là actuellement il y a quelque chose de Crédit Agricole, il y a quelque chose chez NSI et chez le roi Sommer, pas le roi Mer, le roi Sommer. Ok. Merci beaucoup messieurs, je vais vous laisser retourner à vos consultations et à vos activités. Juste un petit mot, on oublie quand même quelque chose dans la prévention, c'est la vaccination contre le virus, le papillomavirus. Normalement, la recommandation elle n'est pas obligatoire, mais les enfants, garçons et filles, doivent être vaccinés contre le papillomavirus. Ceci a permis à l'Australie, par exemple, d'éliminer le cancer du col utérin, ce qui représente 3500 cancers en France quand même, ce qui n'est pas négligeable, qui est un cancer potentiellement grave et très douloureux. Et également une bonne partie des cancers ORL, parce que le papillomavirus est à l'origine de nombreux cancers oropharyngés. Et puis donc, normalement, il faut absolument demander aux parents de parler avec leur médecin de la vaccination de leurs enfants contre le papillomavirus. Ça doit se faire avant l'adolescence. Et donc, voilà. C'est aussi, les sages-femmes ont également un rôle, on a oublié d'en parler, au niveau des cancers gynécologiques chez la femme, avec le dépistage également
pour les questions que se posent les femmes pour les tumeurs du sein, les sages-femmes ont un rôle très important. Je me permets d'en parler, car il y a actuellement un manque. En fait, c'est une chaîne qui est importante. Oui, c'est toute une chaîne de soins, infirmières, sages-femmes, médecins. Là, la caisse d'assurance maladie a mis les infirmières de prévention avec Azalée, le groupe Azalée, qui fonctionne. Et il faut tenir compte de toutes les gens qui viennent, qui osent. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas parler. En particulier, il y a des zones à côté d'Angoulême, à Soyaux, à Bassou et tout ça, où les femmes ne vont pas spontanément voir un homme pour ce genre de problème. D'accord. Et les femmes interviennent. C'est très important. Mais bien, merci beaucoup, Dr Martin. Avant de vous libérer, j'ai juste rajouté une petite chose. En début de semaine, nous avons accueilli Céline Brigaud sur ce plateau, qui est une Angoumoisine qui a été touchée par le cancer. Elle avait oublié de dire quelque chose qui va vous faire plaisir. Dr Martin, elle voulait inciter, et elle m'a demandé de le faire aujourd'hui, à penser à l'importance des dons, notamment pour la Ligue ou pour les autres associations, des dons qui sont défiscalisés. Oui. Et notamment pour tout ce qui aide à mieux vivre pendant la prise en charge et à se sentir un peu mieux physiquement. Donc voilà, c'était le message de Céline que je vous transmets. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission sur Charente Libre TV. Merci. Merci beaucoup.